Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Le webinaire 45 minutes pour passer de salarié à entrepreneur va démarrer. Il est 13h, donc on va pouvoir lancer l'interview. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui n'ont pas participé aux autres webinaires 45 minutes pour passer de salarié à entrepreneur, l'objectif de ce webinaire est de donner des conseils aux personnes qui sont aujourd'hui salariées et qui souhaitent créer leur entreprise. Donc, c'est 45 minutes d'interview. On donne la parole à des entrepreneurs qui vont transmettre des conseils aux personnes qui souhaitent se reconvertir. Donc, comme son nom l'indique, ce webinaire va durer 45 minutes. Il va y avoir une phase de questions-réponses avec la participante du jour, puis un temps d'échange questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à indiquer vos questions dans la zone de chat et on y reviendra à la fin de la discussion pour y répondre. Alors, je vais quand même me présenter, ce que je ne l'ai pas fait. Je suis Audrey Vergondi, en charge aujourd'hui du développement de 2 enseignes, InWin et SoWink. Et j'accompagne aussi donc Ludovic Herveau, responsable de formation à Winkea, lors de ce webinaire. Donc, je vais pouvoir lui passer la parole. C'est aujourd'hui donc Ludovic qui va interviewer Clara Keras, qui est la directrice commerciale de la société Bebel. Ludovic, je te laisse la main pour l'interview. Merci Audrey, bonjour à tous. Donc en effet, Audrey, merci de m'avoir introduit, si je puis dire. Donc je suis en effet Ludovic Herveau et je suis en effet responsable de la formation pour Winkea. Alors qu'est-ce que Winkea? Eh bien Winkea, en fait, c'est la rencontre d'agences digitales et d'entrepreneurs, les agences InWin et le groupe InWest, dont l'ADN est justement l'entrepreneuriat. En fait, notre idée à nous, c'est d'accompagner en fait par la formation les porteurs de projets pour les aider à créer leur propre entreprise avec le digital, et ce, quelle que soit l'activité. Donc c'est le thème, en fait, je dirais, dont on parle en fait dans nos webinaires, c'est effectivement créer son entreprise avec le digital. Et aujourd'hui, nous allons à Marseille. J'ai le plaisir d'accueillir Clara Keras, qui nous fait le plaisir en fait de partager, d'être venue partager son expérience donc dans la création d'entreprise. Bonjour Clara, comment vas-tu? Bonjour Ludovic, ça va super, chaudement à Marseille, mais ravi d'être Chaudement à avec Marseille. vous. Comment? Ravi d'être avec vous. Ah, c'est gentil, tout à fait, c'est un vrai plaisir. Alors du coup, pour enchaîner, on va dire, est-ce que tu peux nous présenter, je dirais, ton parcours? Heu, essayer de voir un petit peu, essayer de partager, ton expérience, je dirais, et le fait surtout, le point de bascule en fait qui, t'a donné envie en fait, à quel moment, pour faire simple en fait, à quel moment as-tu décidé en fait de passer, je dirais en fait, du côté de l'entrepreneuriat et par là même, nous parler bien évidemment de l'activité de ton entreprise? Ok. Alors, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait une école de commerce, donc Euromed, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui Kedge. Avant ça, j'ai fait un UT technique de commercialisation et mon bachelor en Écosse. Et j'étais assez atypique d'ailleurs à l'époque parce que la plupart des élèves des écoles de commerce veulent créer leur société, ce qui n'était pas du tout mon cas à la base. Donc, à la sortie de l'école, j'ai démarré un boulot pendant 2 ans sur Marseille dans le service immobilier aux entreprises. Ensuite, je suis partie en expatriation au Nigeria, où je tenais le bureau de l'EGOS, de la structure Business France, qui est donc une structure étatique qui aide les entreprises à s'implanter dans les pays étrangers. Et au bout de 2 ans et demi, je suis rentrée en France pour raisons personnelles, car j'avais rencontré quelqu'un. Et là, j'ai démarré dans une boîte espagnole. Donc, j'étais en télétravail à Marseille, je travaillais pour une société espagnole et je m'occupais du marché italien et tunisien. Mmh. Donc, ça signifiait que j'avais à peu près une dizaine de jours par mois en déplacement à l'étranger et le reste du temps, donc, j'étais en télétravail à la maison. Et en parallèle, j'ai mes 2 meilleures amies, donc Sarah et Charlotte, qui ont créé leur société, Bebel, dans laquelle je suis actionnaire aujourd'hui. Donc à cette période-là, on est début 2018, je commence ma 2e année dans la société espagnole. Je commence à en avoir marre de faire des allers-retours, de voyager tout le temps, en me disant surtout qu'à terme, je souhaitais avoir une famille, des enfants, et c'était quand même un agenda qui était difficile euh, à rendre compatible avec mon travail, en fait, enfin, le travail que j'avais à ce moment-là.
Et en parallèle, j'avais donc mes amis qui, à la base, ont lancé Bébel. Donc, je vous fais en même temps le lancement de Bébel en parallèle parce que On veut bien, oui. c'est le cas. Donc, Charlotte et Sarah tombent enceintes en 2015. Et donc, souvent, les idées naissent comme ça. Hein. Les idées naissent d'un besoin. Le besoin à cette époque-là, c'était d'un sac à langer qui soit à la fois joli et fonctionnel. À l'époque, on n'avait que des sacs moches, super pratiques assortis aux poussettes. Les filles, elles souhaitaient un sac qui soit quand même sympa à porter, parce que c'est quand même un sac qu'on se trimballe pas mal quand les enfants sont petits, qu'elles n'ont pas trouvé. Donc, elles ont dit, allez hop, c'est parti. Alors, elles, ce sont 2 entrepreneurs dans l'âme. Hein. Elles ont toujours souhaité créer leur société. Donc, c'était plus, il fallait trouver l'idée pour se lancer. Sarah vient du secteur bancaire et Charlotte travaillait dans une agence média. Boum, grossesse en même temps, idée commune, et elles se sont lancées du coup en 2017. En 2017, la société a été créée sur un business model à la base qui avait vocation à être uniquement sur du digital. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je suis arrivée un peu par hasard dans la société. Début 2018, le marché les a amenés à travailler avec des partenaires, des revendeurs, des boutiques physiques pour revendre leurs produits parce que les clientes étaient demandeuses de pouvoir toucher les produits. Et le B2B, donc de revendre comme ça un intermédiaire qui vend au client final, c'est mon métier en fait. Donc au début, j'ai commencé à les aider un petit peu parce que j'étais en télétravail et que j'avais un peu de temps. Et puis, je les aidais un petit peu, et puis je les aidais beaucoup. Et puis, au bout de quelques mois, j'avais envie de quitter mon job pour les aider totalement et m'associer à elle. Et ça s'est bien goupillé parce que ma société espagnole fermait la filiale France. Donc, j'ai eu l'aide de l'État français. Donc, j'ai pu avoir le chômage pendant 2 ans, ce qui est quand même très confortable lorsqu'on souhaite se lancer. Donc, je me suis associée aux filles en septembre 2018. Donc, voilà, un peu plus d'1 an après le lancement de la structure. Donc, ma bascule, elle a été là. Elle s'est faite naturellement. Parce qu'aussi, j'avais à l'époque un métier qui était un métier facile à exercer quand on n'a pas de famille, mais c'est vrai que je ne me voyais pas voyager la moitié de l'année en ayant au moins un enfant à la maison. Donc voilà, et j'ai le confort d'avoir donc 2 associés. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai avantage. On discute beaucoup avec d'autres DNVB, donc sociétés du digital comme nous, et c'est vrai que c'est une vraie force d'être plusieurs, parce qu'entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, il n'y a pas une école de l'entrepreneuriat, et donc c'est beaucoup d'incertitudes, on se pose beaucoup de questions, et c'est vrai que de pouvoir être 3 pour se soutenir et échanger sur beaucoup de sujets, c'est une vraie force. Donc, du coup, des compétences complémentaires, hein, si je comprends bien. Tout à fait. Donc, il y a une opportunité, en fait, business, de développement, finalement, parce que quand tu arrives dans la société, donc tu le disais, hein, donc 100% digital, c'était certainement aussi un moyen, je dirais, de se lancer sur le digital. On sait que ce n'est pas forcément toujours simple sur le digital. Non, c'est pas. Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus simple. À l'époque, développer sa notoriété, donc nous, on s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. On l'a fait sans argent, donc on n'injectait rien en campagne digitale. On l'a fait grâce à des influenceuses qui ne nous demandaient pas d'argent. Donc, on est vraiment dans un environnement digital qui a vraiment évolué en 5 ans. On a pu se lancer avec pas grand-chose en ne connaissant absolument rien au digital, il faut le savoir. On a lancé notre site internet. Sarah adore raconter cette histoire. Elles ont lancé leur e-shop en juin 2017, donc je n'étais pas encore dans la société. Et elles pensaient que les ventes allaient tomber du ciel. Et là, il ne s'est rien passé. Pendant 2 semaines, à part le cousin, l'oncle, la sœur et la tante qui ont passé des commandes, voilà. Et après, petit à petit, en développant un peu la noto sur les réseaux sociaux, ça a commencé à se faire. Et puis, les nouvelles collections, enfin bon, plein de choses ont fait que, si tu veux, ça a permis de prendre. Mais à la base, on n'y connaît rien et on ne s'est pas formé pour. Et on a mis un certain temps avant de prendre des gens pour nous aider. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je conseillerais, si on en discute après, de Oui. prendre vraiment des gens pour se faire accompagner et aider. Alors, tu me disais que dans le digital, ça allait super vite. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris aussi quand on a préparé cet entretien, tu me disais aussi que dans la mode, ça allait très vite aussi et qu'il fallait en fait tout le temps se réinventer. Et je dirais que c'est vrai dans la mode, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines d'activité. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner 2-3 tips qui pourraient en fait aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui. Alors, je te disais que nous, on a une activité qui s'assimile au textile et du coup, un petit peu à la mode parce que, voilà, on fait des sacs
qu'on souhaite d'une certaine qualité, que les parents peuvent garder lorsque les enfants ont grandi et qui ont une certaine esthétique, qui ne fassent pas trop sac de parents. Donc, l'idée, c'est qu'on ait des sacs qui soient sympas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps proposer des nouveautés, nouveaux tissus, des nouvelles formes, des nouveaux motifs, ce qui demande d'être en veille constante. Donc, d'abord en veille concurrentielle, car notre marché concurrentiel sur le digital, il évolue tous les jours, en fait. Le digital permet d'aller très vite et permet à tout le monde de se lancer. Donc, du jour au lendemain, on a des concurrents qui arrivent, qui repartent, parce que c'est pas si simple non plus. Donc, cette veille concurrentielle, elle est vraiment très, très importante. Donc, ton positionnement de prix, ton positionnement de marque, enfin, tous les points marketing très importants pour le développement de ta marque. Et ensuite, une veille aussi sur les tendances. Donc, on fait des planches de tendances, en fait, si vous voulez, sur les prochaines saisons à venir, sur ce qui va se faire, le léopard, le parme, et je sais, enfin voilà, il faut toujours être en avance parce que surtout, on planifie nos productions et nos collections plusieurs mois à l'avance. Donc, il faut savoir quelle sera la tendance dans 6 mois et dans 1 an, en fait. Et du coup, en fait, moi, ce que me disent souvent les porteurs de projets quand j'échange avec eux, c'est cette notion de prise de risque, en fait. Alors, pourquoi je te parle tout de suite de prise de risque maintenant? C'est, j'imagine que, en fait, quand vous faites, tu me disais, en fait, faire les Fashion Week pour justement donc déceler ces tendances, et au final, il y a quand même une prise de risque à avoir. En fait, quand vous choisissez vos collections, bien évidemment, choisir, c'est renoncer. Et du coup, comment vous vivez, en fait, cette prise de risque, justement? Bah alors, la prise de risque, elle est que tu as des collections qui ne marchent pas, de toute façon. Après, maintenant qu'on a la marque a 5 ans, donc on sait, c'est ce qui est classique qui continue de fonctionner. Donc, nous, on a nos modèles et nos coloris classiques qui continuent de tourner. Après, tu es obligé d'agrémenter de nouveautés qui rentrent et qui sortent dans tes collections. La prise de risque sur ça, elle est obligatoire, j'ai envie de te dire, et je pense dans n'importe quelle société. Si tu souhaites faire évoluer ta société, tu es obligé de tester des choses. Sinon, tu ne bouges pas. Et l'inertie, il n'y a rien de pire. Donc, des fois, tu testes, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il n'y a pas de juste, c'est pas parce que c'était le Parme l'année dernière, la tendance, que forcément, sur ton sac, ça va fonctionner. Tu n'as pas de juste vérité, si tu veux, mais il faut tester. Et du coup, globalement, en fait, la prise de risque, comme je le disais, c'est vraiment au cœur en fait, des préoccupations des porteurs de projets. Au-delà en fait, de faire les bons choix de collection, comment toi, en fait, aujourd'hui, tu l'as vécu? Comment tu le vis peut-être encore? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des projets de développement, même si tu me disais en fait, que vous étiez quand même sur un mode de départ assez agile et s'adapter un petit peu au marché. Mais du coup, justement, l'agilité, c'est aussi savoir en fait, rebondir et prendre des risques. Exactement. La prise de risque de base, elle est de se lâcher d'une main pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein. Donc, ça, c'est la grosse prise de risque et ce qui est le plus compliqué à faire, entre guillemets, parce que cette impulsion pour sauter dans le vide, elle est toujours dure à trouver. Maintenant, je pense que c'est souvent des projets qui sont mûrement réfléchis. Comme je le disais quand même en préambule, on est quand même dans un pays où on est aidé. Ce qui permet au début de se lancer de manière un peu plus confortable. Parce qu'on a ce petit parachute qui permet d'avoir une rentrée d'argent quand même dans les débuts. Après, c'est très important quand même d'avoir bien en tête, voilà, je me lance sur un business model, il faut qu'au bout de 24 mois, je puisse me générer un salaire, un petit revenu, parce que personne ne travaille pour la gloire. À mon sens, la prise de risque, elle en vaut largement la chandelle. Je pense que quand on est capable de se lancer, on se lance. C'est toujours un projet qui est mûrement réfléchi, donc mais il ne faut pas hésiter à y aller. Après, oui, il faut avoir cette souplesse et flexibilité d'adaptation. Tu vois, nous, on le disait, on s'est lancé sur un business model 100% digital parce que forcément, quand tu vas en direct, tu gagnes plus d'argent. Le marché nous a amené à ouvrir nos ventes, une partie sur des retailers, donc en vente en magasin. Tu vois, il faut s'adapter, en fait. Et puis, le marché évolue. Aujourd'hui, sur le digital, c'est la vidéo qui fonctionne, donc on se met à faire de la vidéo. Enfin, tout bouge tellement vite que, par contre, ça te demande d'être vraiment en constante adaptation. Oui, bien sûr. Et du coup, donc tu viens de le dire, hein, donc aujourd'hui, votre business, il est essentiellement digital, 70% de digital et 30% de retailer, si j'ai bien suivi. Concrètement, toi, aujourd'hui, comment tu appréhendes en fait, le digital dans ton métier? Dans ton métier, peut-être retailer, parce que j'imagine que malgré tout, tu utilises le digital pour aller convaincre tes clients ou tes prospects.
Ouais, nous, c'est vraiment hyper central, hein, le digital. C'est là où on injecte notre plus gros budget de dépenses de conversion de clients. Mhm. Aujourd'hui, on l'a fait, au début, nous l'avons fait seul, sauf que nous ne maîtrisions pas les clés de toute la stratégie de marketing digital, qui est un vrai métier. Mhm. Donc, on se fait accompagner depuis par des personnes dont c'est le métier et qui arrivent à mettre les jetons là où ça fonctionne le mieux. Mais c'est jamais figé. Enfin, on est tout le temps en train de réadapter, de modifier, de changer, d'imaginer que. Le B2B aussi, on passe un peu par le digital. On est quand même plus sur du physique, donc on va plus quand même faire du développement en salon, ce genre de choses, tu vois, même si on fait un peu d'emailing. Mais encore une fois, ce n'est pas notre métier de base à aucune de nous trois et nous n'avons pas eu de formation. D'accord. Je vais conseiller à quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui, tu vois. Alors du coup, c'est intéressant parce que en fait, vous n'avez pas eu de formation sur cette partie digitale qui aujourd'hui est prépondérante, hein, et voire omniprésente. Mm. Et du coup, alors comment vous faites alors? Comment vous avez fait en fait pour vous développer comme ça sur un site internet e-commerce de Ah base? ouais, bah, c'est franchement c'est de l'intuition, un peu de chance, surtout au début, en fait, si tu veux. Après, voilà, hein, comme je te disais, pardon, je suis désolée, je suis la robe dans la fille. Ce qui est très important quand tu lances la société, c'est de t'entourer des bons partenaires pour t'aider, parce que tu ne peux pas avoir les clés de tout ce que te demande une société pour la gérer. Tu gères tout de A jusqu'à Z. Mhm. Donc, on a su s'entourer de bonnes personnes, en fait, qui pouvaient pallier là où nous avions des lacunes. Donc, c'est ça, aujourd'hui, en tout cas, avant de pouvoir avoir les moyens d'embaucher en interne quelqu'un qui puisse gérer cette partie-là, qu'on maîtrise, on commence à la maîtriser un peu mieux qu'avant. Attention, ça fait 5 ans qu'on est dessus. Mhm. Mais on aurait gagné beaucoup de temps si on avait été formé de base. Tu vois. Donc, c'est hyper important qui tu vas choisir comme partenaire pour t'accompagner. Alors justement, comment vous avez fait vous pour choisir ces partenaires? Quand on a préparé l'entretien, tu me disais que c'était pas toujours évident. Non, c'est pas toujours Euh, évident. On a été déçus, mhm. souvent. Maintenant, ce qu'on fait, on le fait souvent par recommandation. Donc, comme je le disais, on discute beaucoup avec d'autres sociétés qui ont un peu notre profil. On se donne un peu des bonnes tips, en fait, si tu veux, sur des bons prestataires avec qui on travaille et sur lesquels on est satisfait ou pas. Mhm. Maintenant, on arrête de se lancer tant qu'on n'a pas eu des recommandations sur ces gens-là. Parce qu'en fait, si tu veux, tu te fais contacter toute la journée par des centaines de sociétés qui existent sur le digital, qui te promettent monts et merveilles, des rendements, des plus 20% de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, sur le papier, ils ont l'air tous géniaux. Donc, tu as tous envie de leur dire oui. Mais pour savoir si vraiment ça fonctionne, il n'y a rien de mieux que d'avoir des recos. Ouais. Alors du coup, précisément, en fait, vous faites accompagner dans quel domaine en fait, sur la partie digitale? Alors, nous, sur toutes les campagnes digitales, alors pour l'instant, on n'est pas sur Google. Mais on fait principalement sur Facebook et Instagram. C'est une prestataire qui nous gère toutes nos campagnes. Donc, D'accord. comment dire, on produit nous-mêmes tous nos visuels. Donc, on travaille avec un photographe, on travaille avec Ok. un artiste, mais c'est elle qui va gérer toute la stratégie digitale. Donc, le levier d'acquisition principal, les réseaux sociaux, si je Oui. comprends bien. Pas du tout de référencement naturel, SEO. Si. Alors, le SEO, on a commencé il y a peu. D'accord. Pareil, on a pris une petite agence qui gère notre SEO parce qu'on ne faisait pas du tout jusqu'à maintenant. Alors, on avait quand même pas mal de ventes organiques, hein, mine de rien, mais du coup, on a décidé de mettre un peu de budget sur le SEO. Petit budget pour l'instant. Et du coup, au-delà des recommandations, en fait, est-ce que vous avez, je dirais, des points particuliers que vous avez checkés sur le choix de l'agence en SEO? C'était SEO, non. Alors nous, mais alors c'est pas forcément à suivre, on est trop au feeling. Donc en fait, quand on discute avec les gens, si le feeling passe, on y va. Pas toujours une grande idée, Pas mais toujours. voilà. Pas Non, toujours. c'est pas toujours. Parce que déjà, la personne avec qui tu discutes, en général, c'est pas elle qui gère derrière, elle vend juste. Donc elle est souvent très très sympa. Mais c'est pas pour autant que ça fonctionne super bien derrière. Donc ma reco là-dessus, c'est de ne pas faire qu'au feeling. D'accord, c'est important en effet de le préciser. Du coup, alors on a parlé du digital. Le digital, c'est vrai que aujourd'hui, c'est omniprésent, on l'a vu. Après, il y a besoin d'avoir d'autres compétences, je
je dirais, quand on crée son entreprise, qu'on n'a pas forcément en démarrant. Et l'idée, c'est de se dire, toi, en fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour monter en compétence sur, je dirais, des thématiques sur lesquelles, justement, tu avais peut-être des lacunes ou des choses à améliorer, optimiser. Alors, je suis encore une fois un très mauvais exemple car je n'ai rien fait pour monter On en a bien fait de t'inviter. Ah ouais, je suis vraiment un mauvais exemple. Mais bon, par contre, je suis un peu un exemple de ce qu'il ne faut pas forcément faire. C'est vrai que nous, on a lancé la boîte et une fois que tu es dans l'opérationnel et que tu as la tête dans le guidon, tu avances et tu gères ce qu'il y a à gérer et tu prends parfois pas assez de recul sur ce qui serait bien de faire pour améliorer. Voilà. C'est vrai que moi, je gère pas mal de choses très différentes finalement dans la société. Il y a des points sur lesquels j'aimerais vraiment pouvoir avoir un peu plus de formation pour monter en compétence et être plus autonome, plus efficace. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter avant de se lancer, pendant qu'on se lance, même quand on est lancé, à se faire former, aider, accompagner. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place un plan de développement des compétences, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mais grande idée. Merci Ludovic. Ça Nous peut être prenons une idée, note. ça peut être une idée, hein, donc plan développement des compétences pour monter en compétences sur différents sujets. Why not? Pourquoi pas? Écoute, on arrive déjà en fait à la fin de notre échange. Donc, j'ai encore 2 questions donc, à te poser. Je crois tout simplement parce que je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui en fait sont pour la plupart en fait dans une phase très en amont en fait de leur parcours entrepreneurial. Et même si tu as déjà évoqué quelques tips, donc pourrais-tu faire la liste, selon toi, des principaux pièges à éviter? Alors, nous, du coup, moi, je pars vraiment de notre exemple. Ce qui nous a un peu posé problème, si tu veux, c'est de nous lancer sans réfléchir et sans aucun cadre. On s'est lancé sans business plan, sans vision globale, sans savoir où est-ce qu'on souhaitait aller, comment. Donc, à mon sens, alors moi, mes 2 assos et néanmoins meilleurs amis, ce sont les créas de la team, donc ce sont les rêveuses. Moi, je suis quand même beaucoup plus terre à terre. J'aurais souhaité qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus carré au lancement pour vraiment savoir, si tu veux, à chaque phase de développement de la société, si on était raccord avec ce qu'on souhaitait par rapport, justement, tu vois, avec ce besoin que tu as de rentrer de l'argent de manière personnelle, de pouvoir te rémunérer, par exemple, de se dire, voilà, au bout de 24 mois, est-ce que je suis dans les clous sur ce que je dois faire pour arriver, tu vois, à me sortir un salaire? Est-ce que j'y suis pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je laisse tomber? Est-ce qu'il faut que je… Tu vois, pour moi, vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment indispensable d'être sur quelque chose d'hyper carré sur le lancement, même si, bien évidemment, on ne tient jamais un business plan ou un prévisionnel. C'est complètement hypothétique. On ne peut pas savoir, encore moins sur un marché sur lequel on n'est jamais allé, sur un business qu'on lance from scratch. Tu vois, tu ne peux pas savoir, même si tu fais des études de marché, tout ça. Et après, le deuxième point, comme je disais, c'est de trouver les bonnes personnes pour t'accompagner. Déjà, tu iras plus vite. Et tu iras plus vite si tu prends les bonnes, parce que tu perdras du temps si tu prends les mauvaises. Et surtout, pas hésiter à aller chercher. Olivier pose beaucoup trop de questions. Je ne sais pas qui est ce spectateur, mais il est friand de… oui, donc de ne pas hésiter à aller chercher les bonnes personnes et à se faire aider. Après, il y a plein de ressources pour se faire aider, que ce soit des sociétés privées ou au niveau des régions, des CCI. Voilà, il y a plein de possibilités. Ok. Et du coup, est-ce que tu as d'autres pièges? Est-ce que tu nous donnes des conseils? Ça, c'est super, on en a besoin, bien évidemment. C'est des conseils slash pièges. Piège, je sais pas. Sincèrement, en tant qu'entrepreneur, je gère un peu des galères toute la journée, parce que c'est le jeu, parce qu'il y a tellement de sujets, donc il y a forcément beaucoup de galères. Piège, je sais pas, ce serait trop propre à mon business, parce que tu vois, je dirais, si quelqu'un faisait de la prod et de la transformation comme nous, tu vois, diversifier ses sous-traitants, tu vois, pour éviter les retards, ce genre de choses. Mais bon, c'est quand même très propre à notre activité. Je ne saurais pas dire piège. Je pourrais juste dire conseil. Alors après, c'est les conseils, la dernière question. Ouais, la dernière question, c'est les conseils. Donc avant de passer aux questions-réponses, justement, quels conseils en fait? Et justement, je vais te demander
j'ai une question là qui me vient là. Tu parlais de choisir les bons partenaires, de diversifier les partenaires. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux nous donner des conseils sur tes critères de choix en fait de partenaires, tout simplement? Alors, donc mes critères, comme je dis, ils ne sont pas super bons de base parce qu'on l'a fait beaucoup, nous, au feeling avec les gens avec qui on a rencontré. Maintenant, ils sont plutôt sur des succès qu'ils ont eu avec des sociétés que l'on connaît. Voilà. Il est très simple, notre critère, c'est OK, vous nous proposez Monts et Merveilles, super servi, pas de souci. Mais maintenant, on recoupe, parce qu'on commence à connaître quand même pas mal de sociétés de notre secteur, pour valider vraiment la pertinence de ce qu'on nous propose. Alors, tu parles de digital ou tu parles de fournisseur de matières premières, là, pour le coup? Ah non, là, moi, je te parle vraiment de digital. Non, parce que fournisseur de matières premières, on parle de quelque chose de concret, de la matière première, tu vois, c'est pas… Okay. Ça, moi, mes fournisseurs, je les ai, c'est pas le souci, là. Je parle vraiment de prestataires sur des prestations qui t'aident à développer ta boîte. Sur la partie, donc, accompagnement. Ouais. Et du coup, justement, enfin, moi, ça m'intéresse. Donc, justement, les critères de choix, en fait, des fournisseurs, justement, de matières premières, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué, j'imagine, toutes les trois, en fait, et tes amis au départ, bien évidemment. En fait, ça s'est fait comment, ça, en fait? En fait, ça s'est fait surtout… alors, pour le démarrage, on avait de la chance. On avait le père de Sarah qui était dans le secteur du tissu. Donc, il nous a mis en contact, si tu veux. Voilà. Ensuite, des salons professionnels du tissu où on a rencontré… et après, il y en a avec qui tu travailles, il y en a avec qui tu ne travailles pas. Et puis, tu envoies des échantillons, ça fonctionne pas. C'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup d'allers-retours. Ça prend du temps pour vraiment arriver à avoir tes fournisseurs. Et une fois que ta société tourne, ça te permet après d'avoir des délais de paiement. Les échanges sont plus fluides, mais au début, la mise en place est longue. Est-ce que vous avez des anecdotes, en fait, sur les relations, en fait, avec les fournisseurs? Positives ou négatives, hein? Ah bah des positives, j'ai des fournisseurs avec qui je m'entends trop bien, hein, que j'adore, parce que c'est des agents en fait, souvent qui les représentent, donc c'est des gens trop sympas. On s'entend trop bien, qu'on adore voir. Et après, moi, des moins sympas, c'est des tissus abîmés, tissus boulochés, tissus troués, 2 mois de retard de livraison de stock. Ça, c'est les anecdotes moins sympas. Ouais, c'est sûr que là, pour le coup, c'est sûr que c'est moins sympa. Ouais. En effet. Et bien, du coup, Clara, écoute, moi, je te remercie pour ce témoignage vraiment super intéressant et très inspirant. J'espère que ça a donné des idées et que ça a continué de convaincre définitivement les personnes qui souhaitent se lancer. Et du coup, je vais redonner la parole à Audrey pour voir si nous avons des questions. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait. Effectivement, Clara l'a vu et Olivier qui a posé pas mal de questions. Donc, la première qu'il a posée, c'est tu as beaucoup parlé de besoins de formation pour se lancer. Conseillerais-tu des formations techniques ou des formations plutôt commerciales? Bon, alors moi, c'était la seule formation que j'avais, c'était commerciale. Donc non. Non, de mon côté, ce que je dirais, ce serait plus des formations techniques. Tu vois, je m'occupe de toute la partie financière, par exemple. Donc, sur toute la partie contrôle de gestion, tout ça, c'est des points sur lesquels j'ai beaucoup… Aucune de nous n'a un vrai profil financier dans la société. Je suis celle qui a un profil qui se rapproche le plus d'un profil financier et ça fait peur. Donc, c'est vrai que moi, c'est une vraie partie sur laquelle j'aurais aimé monter en compétences. Sarah, par exemple, a déjà fait des formations sur la partie digitale parce qu'elle s'occupe de toute la com dans la société, mais elle souhaiterait en faire davantage. Et Charlotte, vu qu'on se lance de plus en plus dans la vidéo, c'est ce qui fonctionne sur le digital, pareil, souhaiterait faire des formations sur toute la partie vidéo, montage vidéo et toute cette partie-là. Donc, plus technique au final. Ok. Une question un petit peu plus personnelle qui a été posée après. Est-ce que dans ta nouvelle vie d'entrepreneur, est-ce que les voyages ne te manquent pas? Alors, ma nouvelle vie post-Covid, maman et compagnie, c'est sûr que ma vie a complètement changé, clairement. Alors, on a la chance d'avoir l'usine qui est au Portugal, ce qui nous fait quand même voyager pour le boulot au moins 4 fois par an. Donc, ça, c'est cool, parce qu'on y va quand même 1 fois par trimestre, les voir. Donc, mais c'est sûr, c'est moins exotique que l'Afrique. Mais c'est une nouvelle vie, donc ça ne me manque pas tant que ça. Ça va. Ok.
Et donc, dernière question, je comprends que vous êtes 3 associés. Est-ce que vous avez prévu de recruter ou de faire entrer d'autres associés? Alors, nous sommes en pleine levée de fonds actuellement, levée de fonds en crowdfunding, donc levée de fonds participative. Donc, si la levée de fonds arrive, enfin se concrétise, nous aurons beaucoup d'associés. Ils sont regroupés en un seul, hein, mais donc oui, on va diluer un peu notre capital puisqu'on arrive dans une phase critique de croissance où on a besoin de faire entrer des fonds pour continuer à scaler. Et si on a la levée qui arrive à bout, en effet, on compte commencer à recruter. Alors, ça nous fait très peur, hein, nous, le recrutement. C'est vrai que les histoires qu'on entend, il ne faut vraiment pas se tromper sur les profils. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis de travailler avec des freelances ou des prestataires de services. Mais à terme, c'est sûr qu'on finira par embaucher. Pour l'instant, on est très bien toutes les 3. Et on travaille avec des alternantes qui bossent super bien. Donc, pour l'instant, la team reste comme ça, dans l'immédiat. Ok, bon, très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver. On va laisser encore un petit peu de temps. En attendant, est-ce que, Ludo, tu souhaites faire un petit teasing sur la prochaine séance webinaire? Est-ce qu'on fait une petite pause pour l'été? Est-ce que tu souhaites parler de la prochaine? Alors, en effet, nous allons faire une pause pour l'été, donc il n'y aura pas de webinaire sur le mois d'août. En revanche, on va reprendre nos bonnes habitudes dès le mois de septembre, donc toujours de la même façon, donc à savoir le 3e mardi du mois, donc le 3e mardi de septembre. Je vous dirais simplement que nous n'irons pas très loin de Marseille. En fait, on ira un peu plus à l'ouest et on ira à Béziers. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ok. Alors, il n'y a pas eu d'autres questions d'arrivée entre-temps. Donc, je pense que votre présentation a été super claire. Moi, j'ai fait ma curieuse pendant la présentation. Je suis allée sur Instagram, donc j'ai pu voir les vidéos dont tu parlais, Clara, et elles sont super sympas. Je n'ai pas forcément besoin de sacs à langer pour le moment, mais ça me donne quand même envie d'acheter les sacs. Donc, j'invite ceux qui nous regardent à aller voir ta page. Voilà. Mais écoutez, le webinaire touche à sa fin. Est-ce que Clara, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux juste te dire pour ceux qui souhaitent se lancer que c'est une aventure incroyable avec évidemment du stress que l'on n'a pas lorsqu'on est salarié parce que le week-end et le soir on rentre chez nous et on laisse les soucis au bureau. Moi, je n'avais pas du tout vocation à la base à me lancer dans l'entrepreneuriat et pour autant, pour rien au monde, je reviendrai en arrière et demain, si Bébel s'arrête, voilà. Il faudrait que je trouve autre chose dans l'entrepreneuriat parce que je ne me vois absolument pas repartir salarié. Donc, j'encourage vraiment les gens qui ont cette idée en tête, une vraie volonté, à ne pas hésiter à se lancer. Vraiment. Très bien. Ludo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'on va clôturer. Juste avant, je voudrais juste rappeler que notre prochaine formation en fait, aura lieu donc, le 12 septembre prochain. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez en fait, nous contacter directement, donc soit Audrey, soit moi, ou vous rendre directement sur notre site winkea.fr. Nos formations en fait, s'appuient sur les 3 briques en fait, sur lesquelles en fait, nous sommes spécialisés, à savoir la stratégie d'entreprise, qui est la première brique. La deuxième brique, c'est la stratégie digitale, on en a parlé. Et la brique qui est importante également et que Clara en fait, maîtrise bien visiblement, c'est la partie commerciale qui est bien évidemment à ne pas négliger, en dehors bien évidemment des stratégies d'acquisition digitale. Le commerce pur et traditionnel, ça reste effectivement donc, un point important. Donc sur ce, merci encore Clara pour ton partage et je vous souhaite à tous de passer un bel été. Je vous donne rendez-vous donc le 3e mardi du mois de septembre prochain. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.